Ouais, OK, ni chaîne ni maître dans oui, dans certains cas, mais si je veux des menottes et une maîtresse, je peux. Ni chaîne ni maître est un film français de Simon Mouteirou, j'espère que je prononce pas trop mal son nom. C'est un film français sur l'esclavage. Alors vous, je ne sais pas, mais là, comme ça, spontanément, si vous me demandez de vous citer un film français sur l'esclavage, j'ai rien qui me vient en tête. Donc est-ce le premier film sur le sujet en France? En tout cas, c'est le premier film du réalisateur qui se passe au XVIIIe siècle sur l'île de France qui deviendra l'île Maurice. La particularité de ce film, c'est qu'il ne va pas traiter que d'esclavage. En fait, il traite de quelque chose en particulier qui est assez méconnu, c'est le marronnage. En fait, le marronnage, c'est lorsque les Noirs, les esclaves, décidaient en gros de se rebeller, de fuir, d'essayer de reprendre leur liberté. Et le film va se concentrer principalement sur cette partie. Un film qui ne pouvait que me plaire puisque ça parle de liberté et de rébellion. Si vous commencez à me connaître, vous savez que moi et l'obéissance, on n'est pas vraiment en bons termes. Sans spoiler, il s'agit de l'histoire d'un père et de sa fille, de Massamba et de Mati, qui travaillent forcés dans une plantation. Et Mati, qui n'en peut plus de cette vie, décide de fuir, de chercher un nom de ville que je serais incapable de vous reprononcer, qui est en gros une sorte d'Éden, quoi. Elle cherche à fuir et à trouver cet endroit où elle pourrait vivre en liberté, et elle va donc s'évader. Son père va se mettre sur ses traces, mais sur ses traces à tous les deux, il va y avoir le personnage de Camille Cotin, qui interprète une chasseuse de nègres, hein, vous m'excuserez du mot, mais c'est le mot qui est employé dans le film, et puis c'est le mot qui était employé à l'époque, une chasseuse de marrons, puisque du coup, les marrons sont ceux qui pratiquent le marronnage, donc comprenez une chasseuse de fuyards. Le but étant de les ramener à la plantation et bien sûr de les châtier. Camille Cotin est excellente, comme à son habitude. Tout le casting est absolument excellent, hein, les acteurs qui font Massamba et Mati en tête de liste. Un petit bémol quand même peut-être sur Benoît Magimel. Je le trouve un tout petit peu en dessous des autres. Alors je ne sais pas, pendant le film, je me posais la question, est-ce que c'est un choix d'interpréter le personnage comme ça? Ou est-ce qu'il se reposait un peu sur ses lauriers? Je m'explique. Dans le film, tout le monde parle avec une certaine éloquence, on est au XVIIIe siècle, ça ne tombe pas dans quelque chose de trop lettré, de trop snob pour accentuer ce côté XVIIIe siècle, mais tout le monde a quand même une bonne verve. Et Benoît Magimel m'a donné une impression, alors ça peut être le personnage, hein, c'est peut-être un choix qu'il soit ainsi, hein, le personnage n'est pas obligé d'être comme les autres, au même niveau d'éducation, etc. Mais quand j'ai vu Benoît Magimel, j'ai pas pu m'empêcher de trouver qu'il était un petit peu bouffi, peut-être un petit peu fatigué. Il m'a donné cette impression, qui n'est peut-être qu'une petite fantaisie de mon esprit, une impression un peu à la Depardieu. À un moment, je me suis demandé, est-ce que Magimel ne s'est pas ramené sur le tournage les pieds en pantoufles après avoir bu 2-3 verres de vin et se mettre devant la caméra et jouer simplement son texte en se reposant sur ses acquis, parce que bon, Benoît Magimel est un bon acteur. Mais j'ai eu cette sensation d'un personnage, je suis sorti un tout petit peu, il reste bon, mais je suis sorti un tout petit peu du personnage en le voyant parfois un petit peu, pas vachi, mais il m'a donné cette sensation oui, d'être peut-être en train de cuver un peu. Ça peut être dû à son personnage, hein. J'ai eu un peu cette sensation qui faisait moins d'efforts que les autres, qui était moins investi dans son personnage, avec cette façon un peu de parler. On comprend hein, tout ce qu'il dit, mais c'était tellement moins peut-être théâtral, tellement moins bien parlé. C'est un peu moins bien articulé que ses collègues. Alors on pourrait dire que les autres sont peut-être un peu plus théâtraux, mais comme tous les autres sont un peu dans ce style de jeu, ça donne un effet linéaire. Et c'est lui qui dénote un tout petit peu, et le fait comme ça, il bouffe pas ses mots, mais le fait qu'il ait une élocution moins sophistiquée m'a donné un peu cette impression de sortir d'un bon repas avec 2-3 verres de vin. Je sais pas si c'est moi, dites-moi si vous avez vu le film et si ça vous a fait ce petit effet. Mais ça n'empêche pas du tout de savourer le film et Magimel reste très très bien. Je pinaille.
et je peux pas m'empêcher de dire tout ce qui me passe par la tête, hein, vous le savez. Donc c'est peut-être une intention de jeu qui m'a échappé, voilà, mais bon, ça m'a pas empêché de savourer le film. De toute façon, le propos, la mise en scène et le reste du cast m'a complètement embarqué dans le film. C'est évidemment une œuvre poignante, révoltante, touchante, je dis évidemment parce que j'imagine que c'est assez dur de louper son film lorsqu'on traite de ce sujet. Vous, dites-moi dans les commentaires, mais est-ce que vous avez un film comme ça sur l'esclavage que vous trouvez raté? Alors je parle pas de petits défauts, de faux raccords, de petits trucs techniques ou peut-être un petit truc historique qui serait pas tout à fait avéré. Je parle vraiment de regarder le film et d'être pris dans l'émotion, d'être touché par ce qui arrive assez noir. J'ai pas vraiment de films, je pense à des films comme 12 Years a Slave, je pense à Amistad, je pense à La couleur pourpre, je pense voilà, à plein de films que j'ai pu voir. Je les ai tous trouvés forts, tous trouvés poignants. Le sujet me donne envie de me révolter. Et j'espère que vous aussi, en regardant ce genre d'œuvre, j'espère que vous vous révoltez pas en vous disant « Oh là là, c'est pas bien de les laisser fuir hein. !» J'imagine le mec qui est devant son écran et qui se dit « Oh là là, mais quel con, hein, ces blancs, hein, ils les ont pas assez bien attachés, ils ont réussi à se barrer. » Le pire, c'est qu'il en existe encore. Je n'ai personnellement jamais supporté la moindre forme d'autorité. J'ai toujours rejeté ce qui était liberticide. Hein, je vous ai déjà un peu expliqué hein, mon passé. Je m'entendais pas avec ma famille, je m'entendais pas avec les profs, je m'entendais pas avec la religion catholique avec laquelle on m'obligeait à vivre puisque j'étais en école catho, parce que je réfléchissais par moi-même. Et je vous parle de ça parce que dans ce film, on va aussi parler de religion. Et donc, moi, je trouve ça très vite oppressant, donc je rentre dedans et j'ose même pas imaginer ce que j'aurais pu ressentir si j'étais né à l'époque, si j'étais né dans la peau de quelqu'un de noir. Moi, je pense que je me serais fait abattre très rapidement, parce que si j'avais la même personnalité que j'ai aujourd'hui, je supporte mieux la douleur physique que morale. Ne pas être libre, ne pas me sentir oppressé, sentir que des gens essaient de m'humilier, de m'avilir, de me soumettre, c'est quelque chose qui me fait me révolter. Peut-être dû au fait que j'ai été un souffre-douleur à peu près jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans, donc aujourd'hui c'est quelque chose que je ne peux plus supporter. Donc voilà aussi pourquoi ce genre de film me touche particulièrement. J'ai été aussi sensibilisé à ce genre de sujet assez jeune, puisque moi j'ai grandi dans des petits villages paumés, racistes, et moi je pensais par moi-même, ce qui dérangeait beaucoup les gens, et j'avais toujours un discours contraire. Je leur disais mais ça n'a pas de sens, pourquoi vous les détestez? En fait, moi ils continuaient dans leur discours et je n'arrivais pas à être d'accord avec eux. Donc je me faisais très mal voir, notamment d'une partie de ma famille, de mon grand-père qui avait fait la guerre d'Algérie. Et moi, mon premier amour quand je suis arrivé au collège était une Algérienne. Mon amour de lycée était un mélange réunionnaise, brésilienne. Je suis sorti avec une Guadeloupéenne. Bon, voilà. Donc vous pouvez imaginer que très vite, j'ai été aussi considéré comme un rebelle. Et forcément, quand on rencontre des gens de cette culture et qui nous partagent des choses, donc moi je vous resitue ça, hein, c'était dans les années 90 et dans des villages arriérés qui avaient 20 ans de retard sur les autres villes de France. Forcément, on est sensible. Ce sont des gens qui vous apprennent des choses sur leur passé, sur leur culture, sur les oppressions qu'ont pu subir leur race et qui continuent encore de subir, hélas. Donc bref, je me révoltais parce que je supportais pas qu'on essaie, moi, de m'infliger des choses, et je me révoltais parce que je supportais pas qu'on essaie d'infliger des choses aux gens que j'aimais. Et quand j'étais môme, surtout, j'étais très empathique, une véritable éponge, j'étais même maladif, ça m'occasionnait beaucoup de stress, de souffrance, etc. Mais du coup, ça m'a aussi bien servi pour essayer de me mettre à la place des gens et de comprendre. Et tout ça n'est pas un discours prémâché pour me faire bien voir et être dans la bien-pensance actuelle, parce que cette bien-pensance actuelle trop formatée, je l'emmerde aussi. Je n'aime pas le formatage, j'aime que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Je préfère quelqu'un qui me dise j'aime pas tel type de personne, etc. Mais qu'au moins cette personne soit sincère, plutôt qu'aller à un discours complètement formaté pour donner la bonne image qu'on attend de lui. Non, moi j'aime savoir ce qu'il y a vraiment dans l'âme des gens. C'est pour ça que j'aime les œuvres sombres, même violentes, parce que je trouve qu'elles sont un témoignage de ce qu'il y a de pire dans l'être humain. Et ces êtres humains, ils sont partout autour de nous. Donc le meilleur moyen de se prémunir contre eux, c'est aussi d'apprendre à comprendre comment ils fonctionnent. C'est un peu de la criminologie. Si vous voulez comprendre un psychopathe, il faut essayer de rentrer dans sa tête. Ça ne veut pas dire que vous allez en devenir un, ou que vous aimez, vous cautionnez ce qu'il fait. Ça veut juste dire que vous êtes capable d'avoir du recul nécessaire, de comprendre sans forcément adhérer. Bref, je digresse comme souvent. Difficile pour moi de ne pas être viscéralement scandalisé, et c'est ce que j'aime. J'aime ressentir des émotions très fortes, et ce genre de film,
ça réussit toujours son coup. Et puisque c'est normal de rendre les coups, Simon Moutayrou, avec ce film, bah, il frappe fort. Il y a toujours un moment pendant ce genre de film sur l'esclavage où je peux pas m'empêcher de dire putain d'enfoiré de blanc. Et d'un coup, je me rends compte, bah oui, mais que moi aussi, je suis blanc. Heureusement, je suis pas un enfoiré. Enfin, j'espère. Au final, on se rend compte que le vrai problème, bah, ce n'est pas la peau blanche, c'est plutôt l'âme noire qui se trouve sous cette peau. Et une âme noire que l'on peut trouver aussi chez quelqu'un de noir. Je vais prendre en référence la couleur pourpre. Hein. On voyait que certains noirs avaient aussi des esclaves noirs, hein, abusés de leurs esclaves, etc. Mais évidemment, comme on donne la possibilité, la légalité aux Blancs de pouvoir faire ce qu'ils font aux Noirs, eh bien, ils le font. Et pourquoi? Parce que bah, la nature humaine est mauvaise. Oui, je sais, ce discours ne plaît pas à tout le monde, mais majoritairement, je pense que l'être humain est mauvais. Et là, donc, c'est ce qu'on nous montre. On a une majorité d'hommes mauvais. Et majoritairement bah, blancs, sont des gens haineux, assoiffés de domination, de souffrance. À un moment, il est fait mention du fait que les Noirs n'auraient pas d'âme. Eh bien, si les Blancs ont une âme, d'accord, mais cette âme, elle est noire. Limite, il vaut peut-être mieux ne pas avoir d'âme. Au bout d'un moment, le film se transforme en survival. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de passer de 12 Years a Slave à Rambo, premier du nom. Les make-up, les FX sont vachement bien. Il y a même un moment où j'ai pensé à La Passion du Christ, qui est un peu ma référence quand on parle de coups de fouet. Je me souviens que la scène des coups de fouet m'avait complètement subjugué au cinéma à l'époque dans La Passion du Christ. J'avais un peu peur que le film, vu qu'il est français, il soit un petit peu timide peut-être sur des scènes violentes ou justement des scènes de maquillage, parce que c'est pas non plus ce sur quoi les Français vont le plus s'investir, le plus utiliser. Et là, j'ai trouvé que même si c'est pas une hécatombe de choses violentes, de démonstrations, on a juste ce qu'il faut. On ressent aussi un côté réaliste dans l'interprétation des maîtres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la caricature du méchant. Ce sont des méchants, de toute façon, puisque bah voilà, ils ont des esclaves, donc c'est des enculés. Mais ils ne sont pas à interpréter le méchant. Dans chaque regard, dans chaque intonation de voix, ils ne sont pas en train d'essayer de montrer au spectateur « Regardez, je suis un méchant ». Lorsqu'ils font des choses abominables, qu'ils parlent à leurs esclaves, etc., c'est comme si à chaque fois, ils leur disaient voulez-vous prendre le thé ?» Au niveau de l'intonation. Je veux dire, ils disent les choses avec une banalité, parce que c'est leur quotidien, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient perpétuellement dans une sorte de hargne. Ils savent qu'ils ont la main mise sur leurs esclaves, ils arrivent, ils disent voilà ce qui va vous arriver si vous désobéissez, ils font une démonstration, et même là, ils sont en train de commettre un acte cruel, mais on ne les voit pas jouer la cruauté, et c'est assez intéressant. Et c'est presque même assez déroutant, parce que par exemple, le personnage de Benoît Magimel, plusieurs fois, il va s'adresser à Massamba en lui mettant genre la main sur l'épaule, ce qui pourrait être un geste presque amical, mais en fait, on va voir aussi que ce personnage continue ses tortures. Donc c'est pas un mec bien, en fait. Il fait un petit geste comme ça, on peut se dire, ça fait très longtemps qu'ils se connaissent, il y a peut-être une forme de sympathie, un minimum, mais ça reste un connard. Au même titre que le personnage de Camille Cotin, elle n'est pas dans une haine non plus, et malgré le côté survival, c'est pas une guerrière haineuse, elle fait son travail. Voilà, on lui a inculqué que c'est ce qu'il fallait faire, elle le fait, sans énorme compassion, sans énorme haine, elle est quelque part un peu au milieu, je trouve. Je trouve même qu'on sent que c'est un personnage qui est un peu fatigué par la vie, et notamment par tout ce qu'elle a pu vivre. Donc bref, je vais vous conseiller ce film. Et maintenant, je vais rentrer dans la partie spoilers. Donc on a le personnage du fils de Magimel qui lui est un blanc qui a de l'empathie, qui a du recul, qui réfléchit par lui-même. Et on a un personnage, donc on a les deux fils de Camille Cotin, je dis Camille Cotin, mais voilà, le personnage de Camille Cotin, j'ai oublié son nom. Ces deux fils, donc, qui lui servent de sbires, et ces deux fils, alors on n'explore pas énormément leur psychologie, mais on a tendance à penser qu'ils sont comme leur mère. Et il y en a un qui se fait attaquer par un noir qui pourrait le tuer, et ce noir l'épargne. Et là, il va changer de comportement, il va penser à la Bible, au discours de Dieu, l'amour sur ton prochain, le œil pour œil, etc. Et il se dit, mais il m'a épargné, donc ce n'est plus, en gros, ce n'est plus ma guerre, pour citer à nouveau Rambo. Je ne veux plus le chasser. Et il laisse sa mère et son frère s'en charger, mais lui, ça y est, c'est plus sa mission. Il estime que vis-à-vis de Dieu,
voilà, ce noir a fait quelque chose pour lui, il lui doit l'appareil. Alors il change un petit peu comme ça de comportement presque du tout au tout, c'est peut-être un petit peu rapide. Moi qui ai un esprit un peu cynique, je suis assez étonné qu'il soit aussi vite converti, mais après tout, pourquoi pas, hein. Par contre, sa mère et le fils, on sent que eux, ils sont vraiment formatés par la religion, mais aussi un peu cette religion mensongère. Parce que d'un côté, il y a un fils qui a pris conscience de ce que dit la Bible et il applique ça. Sa mère et son frère, non. Et pourtant, ils continuent de prôner des principes religieux. Donc on voit qu'il y a un peu le discours de ceux qui ont vraiment lu la Bible et ceux qui connaissent ce discours qui est propagé à l'oral et un peu des gens qui font ce qu'ils veulent avec la religion. Le personnage de Camille Cotin, je trouve qu'elle meurt un petit peu vite. J'aurais voulu que ça dure un peu plus, peut-être parce que c'est une connasse et que j'avais envie qu'elle souffre. Parce que du coup, on a tous ce survival, on a une track et j'avais envie que le climax soit un petit peu plus, on prenne un peu plus le temps de l'explorer. Ça aurait été bien aussi d'explorer un petit peu plus profondément la psychologie du personnage de Camille Cotin parce qu'elle est très intéressante. Elle a subi des choses, elle a subi des violences, elle a subi des abus. D'ailleurs, quand on y réfléchit, ben, on se rend compte que ses fils sont le produit d'un abus. Et du coup, elle a ce rapport un peu attaché et détaché à la fois de ses enfants. Je trouve elle est vraiment ambiguë comme personnage. Elle va laisser ses fils se battre sans intervenir. À un moment, il faut achever son fils, elle le fait très très vite. Et pourtant, on sent quand même que c'est ses enfants et d'une autre manière, c'est comme si elle n'avait plus d'âme aussi. Alors c'est un personnage qui a été détruit. Le problème, c'est qu'on ne peut pas lui pardonner son comportement, parce que même si elle a été une victime, bah, ça ne justifie pas qu'elle devienne un bourreau, parce qu'elle accepte de continuer de chasser le marron, elle accepte d'être formatée par cette société. Peut-être est-ce une manière aussi pour elle d'avoir un statut, une manière d'être forte, qu'on arrête peut-être aussi de la prendre elle pour une victime, hein. En se changeant en bourreau, bah, tu te fais forcément l'ami des bourreaux et tu te donnes une image forte. Et on apprend aussi que c'est la première femme de l'île à divorcer. Et on aurait pu se dire que c'est peut-être la première femme de l'île qui va aussi un peu se révolter par rapport au sujet de l'esclavage, mais non, la laisse faire. Donc pareil, hein, c'est pas quelqu'un pour qui on peut avoir de l'attachement. Elle a eu suffisamment de caractère pour dire non à un homme violent, mais pas assez pour se battre contre l'esclavage. Donc on peut se dire qu'elle a peut-être malgré tout une forme de plaisir, peut-être pour se venger des violences qu'elle a subies, prendre enfin le dessus. Et en même temps, on la sent aussi tourmentée par sa mission, par ce qu'elle fait. On sent que c'est un personnage qui s'interroge beaucoup. Et ça se voit qu'elle est complètement perdue, puisqu'elle remet sa vie entre les mains de la religion. Il n'y a que des gens perdus qui font ça. On peut se dire aussi que ce personnage est encore l'esclave de la société, de la religion, de l'homme, puisque moi, elle me donne l'impression d'essayer de prouver aux hommes qu'elle a sa place et qu'elle est forte pour peut-être ne plus jamais subir à nouveau des violences. Dans la partie survival, je voulais mentionner un plan qui est génial mais qui m'a presque fait rire. À un moment, le Massamba se fait attaquer par un chien, il tombe à l'eau et le chien continue de poursuivre le Massamba, la tête en dehors de l'eau. Le chien est flippant, le plan est flippant, on dirait que ce clébard essaie de se la jouer requin dans Jaws. C'est tragique aussi de voir la mort du fils de Magimel, c'est tragique parce que ce personnage était peut-être le seul blanc innocent du film, et aussi parce que on se dit que c'était peut-être l'un des rares blancs qui aurait pu faire avancer la cause des noirs, et tragique parce que le noir qui le tue ne sait pas que ce blanc est un bon blanc, et du coup on se doute que si les blancs apprennent que ce blanc est mort de la main d'un noir, ça va encore générer de la haine, etc. Donc on est toujours dans un cercle vicieux, comme ça, dans une tragédie permanente. Il y a une scène, à un moment, ils creusent un petit trou dans le sol, et au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ce petit trou? C'est pour pouvoir mettre une femme enceinte à plat ventre sur le sol pour la fouetter. C'est un détail, mais qui paraît aussi d'une telle violence. Déjà, se dire, ben oui, déjà, fouetter quelqu'un, c'est absolument abominable. Mais en plus, vous le faites aux femmes enceintes. Et vous avez ce réflexe comme ça, naturel, de faire un trou dans le sol, comme si c'était une habitude. Vous avez sûrement fait ça très régulièrement. Et vous pensez comme ça. Alors on se dit, limite, il y a presque un soulagement quand tu vois à quel point ce genre d'acte, c'est horrible. On a quand même ce soulagement de se dire, ouf, ils ont pensé au bébé. On en est là. On est obligé de se dire, ouf,
Il y a aussi un effet de marquage au fer rouge qui est vachement réaliste, vachement impactant. On sent presque la chair brûlée. La violence, elle est aussi dans l'écriture. Par exemple, à un moment, Massamba cite la religion, mais il cite plus ce qu'on lui a appris, donc des mensonges qui ne sont pas dans la Bible, ou alors je ne suis pas au courant, où il dit que l'homme noir a été créé le 6e jour avec les animaux et les hommes le 7e jour, et que c'est pour ça que l'homme noir doit servir l'homme blanc. Bon, ce qui est stupide, parce que je vois pas pourquoi, si tu étais né le 6e jour, pourquoi tu devrais servir ceux qui sont venus le 7e jour. J'aurais même tendance à penser que c'est l'inverse. Mais bref, de toute façon, tout ça, ce sont des conneries, et même si c'était marqué dans la Bible, bah, ce serait quand même des conneries. Vous l'aurez compris, moi je ne suis pas du tout quelqu'un d'obéissant, et je pense que même si un dieu disait quelque chose, il n'y a aucune raison de lui obéir. Pourquoi? Sous prétexte qu'il a du pouvoir. Mais c'est pareil que vos parents, vos profs, votre patron, un gouvernement, un policier, ce que vous voulez. Ces gens sont censés avoir un pouvoir. Mais vous pouvez vous rebeller contre lui. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui. Et même s'il est plus puissant et que vous allez perdre, pourquoi ne pas vous rebeller? On sent vraiment que le pouvoir de la société, de la religion est présent, notamment à un moment quand Camille Cotin dit qu'elle ne va pas remettre en cause ce qu'ont déclaré les grands théologiens. Et bien sûr que si, il faut. Elle ne veut pas réfléchir par elle-même. En gros, elle se dit, mais qui je suis pour contrecarrer ce que disent ces gens-là? Mais ces gens-là, qui ils sont rien non plus. C'est pas parce que ce sont des grands théologiens, soi-disant, qu'ils ont ce titre, qu'ils le sont vraiment, qu'il faut leur faire confiance. Il faut toujours s'interroger. Je me suis un petit peu attardé donc sur les personnages blancs, parce que c'est vrai que j'avais des petites choses à redire peut-être au niveau de ma Gmail. Et puis, je trouve que le personnage de Camille Cotin est assez ambigu, donc il y a pas mal de choses à explorer. Tous les personnages incarnés par des acteurs noirs sont nickel. Et comme ce sont des victimes, ils sont pas linéaires dans leur jeu, mais en termes de personnages, on n'a pas forcément grand-chose à dire dessus. Ce sont des victimes, on suit leur parcours, on tient avec eux, on veut qu'ils gagnent, mais au final, leur personnalité, c'est des victimes qui se rebellent. Donc il n'y a pas forcément grand-chose à approfondir sur leur background, puisque d'une certaine manière, on peut presque dire qu'ils n'ont pas de personnalité, puisqu'ils n'ont été que des esclaves jusqu'ici, et c'est seulement maintenant qu'ils se rebellent qu'ils vont éventuellement pouvoir avoir un avenir et avoir leur personnalité. Mais là, le film s'attarde surtout sur leur fuite, leur combat. On va surtout voir en termes de jeu de la détresse, et à ce titre, les acteurs sont excellents. C'est aussi très touchant de voir toutes ces victimes noires sur la plage, parce qu'ils ont essayé de s'évader par la mer et ça n'a pas fonctionné. La barque a été emportée, elle est en morceaux sur la plage. Et quand on voit leur histoire, on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'ils arrivent à se libérer enfin de leur souffrance. Et c'est ce qui va se passer, mais pas de la manière dont on le voudrait. Et d'ailleurs, on termine le film sur un plan terrible, super intense et tragiquement beau. Beau en termes de mise en scène, tragique de par ce qui se passe, et à la fois assez beau tout en restant dans le drame, parce qu'on est presque soulagé pour eux. On en est à un point de cruauté et de fatalité où c'est la seule chose qui leur reste, et on est un peu soulagé pour eux de se dire ça y est, ils ont enfin fini de souffrir, parce qu'il vaut mieux une vie écourtée que la certitude d'une éternité de souffrance, parce que là clairement ils n'ont plus d'échappatoire. Là ils sont au bord du gouffre, c'est le cas de le dire de toutes les manières quand vous voyez cette dernière scène, et on sait que là pour eux c'est fichu. Maintenant ils vont redoubler d'attention pour plus qu'ils puissent s'évader, ils vont être sûrement châtiés d'une manière absolument atroce, pour ensuite rester encore des années, des décennies dans cette situation. Ils n'ont pas d'autre issue, surtout quand il n'y a plus du tout de lueur d'espoir. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne vais pas finir sur des vannes comme je le fais habituellement. J'en ai plein en tête, vous me connaissez, j'ai un humour trash, j'ai un humour voilà, mais je trouve que c'est assez inapproprié par rapport à ce que j'avais envie de véhiculer sur ce film et cette vidéo. Donc je vais m'arrêter là, et à la place vous proposer de vous abonner à la chaîne de Vidéo Club 58 et d'aller voir la vidéo qu'a fait Jonathan récemment sur l'esclavage au cinéma. Et n'oubliez pas de briser vos chaînes, de réfléchir par vous-même, et si vous ne faites pas partie de ces gens-là, eh bien n'empêchez pas les autres d'être libres.